Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, mise à jour sur le F-18 Super Hornet qui a été abattu, c'était dimanche dernier, en mer Rouge. Abattu officiellement d'après l'US Navy par les Américains, et on a un petit peu plus de détails, et forcément il fallait s'y attendre, les Houthis ont fait un communiqué, Ansar Allah a annoncé que c'était eux les responsables de la destruction de ce Super Hornet. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, que nous n'allons pas monter car c'est des vacances, les monteurs sont au repos, eh bien c'est de revenir sur les dernières informations dont nous disposons, nous poser 2-3 petites questions et aller un tout petit peu plus loin sur certains sujets, notamment sur les problèmes RH qui affectent à l'heure actuelle l'US Navy et voir un petit peu comment tout ça a pu petit à petit venir s'aligner pour aller jusqu'à l'accident qui heureusement n'a pas entraîné mort d'homme, mais qui va quand même ouvrir une enquête de type classe A. Et donc, puisqu'il y a enquête de type classe A, qui veut dire qu'il y a eu du matériel à plusieurs millions qui a été perdu, il y aura enquête du JAG, le service juridique de l'armée américaine, et donc il y aura un compte-rendu public qui en partie sera caché, mais qui devrait quand même, d'ici 1 an ou 2, nous permettre d'y voir un petit peu plus clair d'un point de vue responsabilité, pas d'un point de vue débriefing technique. Rappelez-vous, sur la chaîne, on a parlé du F-35 qui avait volé tout seul pendant une dizaine de minutes. Eh bien, nous avons pu nous appuyer sur le compte-rendu du JAG, le compte-rendu purement aéronautique étant resté classifié. Allez, les derniers updates. Donc, d'après les dernières informations dont nous disposons, l'armée américaine annonce qu'il s'agissait d'un missile SM-2, le RIM-66, le standard missile, qui a une portée normalement entre 70 et 170 km. Donc, ça nous fait penser au fait que bien, le Gettysburg n'était pas juste à côté du F-18 qui a été abattu. On est quand même sur du missile qui fait 700 kg. Et comme je vous le disais hier, vu que c'est un missile très puissant, eh bien, c'est probablement au niveau de la fusée de proximité, la fusée de proximité radar qui s'est déclenchée, non pas celle de contact, parce qu'on est quand même sur énormément de masse. Donc heureusement, le F-18 est un gros avion, mais avoir les 2 membres d'équipage qui survivent face à un missile de 700 kg, c'est quand même pas rien. Le SM-2, vous en avez déjà entendu parler, on en parlait hier, quand l'USS Vincennes a abattu l'Airbus A300, l'Iran R655, il avait tiré 2 SM-2. Et vous en avez également entendu parler sur la chaîne cette année, parce que la frégate Essen, en février dernier, a ouvert le feu sur un drone américain MQ-9 avec 2 SM-2. Le MQ-9 n'avait pas de transpondeur allumé, pas d'IFF, et donc les Allemands ont cru que c'était un ennemi, ils ont ouvert le feu dessus, mais ils n'ont pas réussi à l'abattre malgré le tir de 2 SM-2. Ça fait cher de tir et ça avait un petit peu fait parler. Ce que je peux vous dire, c'est pour avoir travaillé sur des NATO Tiger Meet avec les pilotes de Typhoon allemands, je pense honnêtement que c'est l'armée qui a le moins bon niveau à l'heure actuelle de l'Occident. Ils peuvent investir 100 milliards dedans, il va falloir des dizaines, si ce n'est bien plus d'années avant qu'ils retrouvent un minimum de niveau. En français dans le texte, c'est probablement les militaires les plus mauvais avec lesquels j'ai été amené à m'entraîner. Et bon courage pour la montée en puissance. Toujours est-il, notre SM-2, à l'heure actuelle, c'est un système qui a fait ses preuves et qui a fait 2700 tirs. Ils pensent garder dans l'US Navy jusqu'en 2035 et c'est une technologie qui date des années 80. Point remarquable. Hier, je vous parlais du tir et oubli. Le SM-2 n'est pas un missile tir et oubli, c'est un missile qui doit être éclairé en permanence. Donc il faut éclairer la cible en permanence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que ça nous apprend, c'est que le Gettysburg, quand il a ouvert le feu sur le Super Hornet, c'était donc à plusieurs dizaines de kilomètres, ça a donc duré plusieurs dizaines de secondes, eh bien en permanence jusqu'à l'impact, il a accroché la cible, il a illuminé. Il aurait eu possibilité de break the lock, comme on dit, d'arrêter l'accrochage, ce qui aurait permis d'éviter au SM-2 d'aller au but. Ça veut donc dire que pendant tout le temps d'identification, ils ont cru que c'était donc un ennemi, le F-18. Ensuite, ils ont pris la décision d'engager, et pendant toute la durée de l'engagement, ils n'ont pas réussi à lever le doute et à se dire « en fait, c'est un allié ». Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça veut probablement dire qu'il n'y avait pas une fréquence commune, une fréquence partagée, où d'un côté il y a eu l'annonce de tir, et de l'autre côté il y avait une personne, que ce soit dans un avion radar, un AWAC, ou plutôt dans cette zone-là, un Hawkeye, que ce soit au niveau du CO du Truman, ou que ce soit même un autre pilote, personne en fréquence n'a eu l'information que ce missile volait, tout en sachant qu'en fait la position était celle
d'un F-18. Donc c'est pire, si j'ai envie de vous dire, d'un point de vue coordination, que ce qu'on pourrait imaginer. Parce qu'ils ont eu tout ce temps de vol de plusieurs dizaines de secondes pour lever le doute et ils l'ont pas fait. Et donc ça, c'est pas mauvais, c'est très mauvais d'un point de vue coordination et forcément, ça va être débriefé. Mais voilà, petites informations supplémentaires qui nous arrivent. L'autre information, c'est qu'apparemment l'avion de chasse venait d'être catapulté, donc on n'a pas la durée. Donc ça veut probablement dire que c'est un souci au niveau de la trajectoire de départ ou au niveau de l'habillage initial. Peut-être que le F-18 n'avait même pas encore allumé tous ses modes de transpondeur. Là, on n'a pas l'information, il faudra attendre l'information, enfin le compte-rendu du JAG. Autre point, les Américains parlent de récupérer l'épave peut-être rapidement. De plus, on sait que la récupération de l'équipage éjecté a été rapide. Donc ces deux informations tendent à décrédibiliser le narratif des Houthis qui annoncent que c'est eux qui l'ont abattu. Pourquoi ? Les Houthis ont des victoires aériennes. Ils ont abattu plusieurs drones, environ tous les 6 mois, ils arrivent à détruire un MQ-9 américain. À chaque fois, ils le font au-dessus de la terre et ils partagent les images. Vous voyez le MQ-9 qui est détruit dans le désert. Notre F-18, s'il est effectivement au fond de l'eau, eh bien, il n'a pas été abattu au-dessus du territoire Houthi. Et d'un point de vue portée d'armement, ça va poser un gros souci aux Houthis pour aller chercher un F-18 en mer. Donc il est urgent d'attendre la position exacte de l'épave. On devrait la savoir assez rapidement quand même. À partir de là, cela vient décrédibiliser le narratif Houthi. Si on avait eu des images d'F-18 dans le désert, là, ça aurait été autre chose. Le fait de savoir que l'épave est au fond de la mer ne vient pas mettre beaucoup de crédibilité sur la thèse des Houthis. Donc je sais que vous avez été nombreux dans les commentaires à m'en parler. Je ne pense pas honnêtement que les Américains aient menti sur la raison pour laquelle ce F-18 a été abattu. Et il faut être franc, ça fait quand même assez mal pour une nation occidentale, notamment les États-Unis, plus gros budget militaire au monde, d'annoncer qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre les amis et les ennemis. Pour ce qui est du Carrier Strike Group 8, celui du Truman, pour rappel, on a le Ticonderoga, Gettysburg, et après derrière ils ont 3 Harley Burke, le Stout, le Sullivan et le Jason Duham. Donc c'est 4 gros navires qui sont autour, qui sont censés protéger tout ça. Et vous doutez bien que normalement il y a une coordination. Il y a différentes liaisons qui existent. On avait la liaison 11, il y a la liaison 16. La liaison 16, normalement vous l'avez également à bord des avions et tout le monde communique. Et hier quand j'ai fait ma vidéo, j'ai fait une erreur, je vous ai parlé du mode 4 du transpondeur. Je suis un vieux, le mode 4 n'existe plus, n'est plus opérationnel dans l'OTAN depuis 2020. Donc merci pour le camarade qui m'a repris. C'est maintenant le mode 5 qui est un mode encore plus sécurisé et encore plus moderne. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré le mode 5, malgré la liaison 16, malgré la radio, on peut encore en arriver à des erreurs. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer entre les PowerPoint et la réalité du combat, c'est pas la même. À noter également qu'on sait qu'il était 3 heures du matin. D'un point de vue rythme circadien, c'est ce qu'il y a de pire. C'est le moment le plus dur. Dans la marine, on parle du zérac de 0 à 4 heures. C'est le moment où c'est un peu difficile. Et 3 heures du matin, c'est vraiment le moment où les gens sont au plus mal d'un point de vue physique. C'est à savoir et ça a peut-être aussi joué. Autre petit point. Le vol en patrouille. Comme vous le savez, les avions de combat partent rarement seuls en vol. Dans un groupe aéronaval, vous pouvez avoir un avion tout seul qui va être la nounou, qui va faire pétrolier, qui va tourner au-dessus, qui va faire tanker si besoin. Éventuellement, pourquoi pas des avions en piqué pour venir détecter et faire la protection de l'espace aérien pour économiser du potentiel. Mais s'ils partaient effectivement faire un vol d'assaut au-dessus du Yémen, il était forcément à plusieurs. Donc la question se pose de savoir est-ce que le F-18 qui a été abattu était seul? Est-ce qu'il avait un équipier ou un leader à côté? Et l'autre question, c'est les SM-2 sont souvent tirés par paire. On l'a vu de la part de la frégate Essen sur le MQ-9, on l'a vu de la part du SS Vincennes sur l'Airbus qui a été tiré 2 fois. La question se pose de savoir est-ce qu'il y avait 2 missiles qui ont été tirés contre le Super Hornet? Est-ce que même il y en a peut-être eu plus avec ses équipiers, avec ses leaders autour? Et est-ce que les autres ont été trashés volontairement? Est-ce que justement ils se sont rendus compte que ah zut, on a abattu un allié et ils ont décroché les autres cibles ou ils ont arrêté le vol des missiles pour éviter de faire pire? Ça, c'est un autre point qu'il va falloir surveiller qui va être très intéressant. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, eh bien, c'est les difficultés RH dans les marines occidentales. Donc, on en a parlé cette année sur la chaîne pour ce qui est de la Royal Navy, qui a même arrêté des bâtiments, qui est vraiment dans le dur d'un point de vue ressources humaines. Pour ce qui est de la marine française, une des grosses leçons des opérations en mer Rouge, c'est qu'il faut augmenter les effectifs sur les frégates modernes.
j'ai envie de vous dire, on est au courant depuis plus de 10 ans, si ce n'est 15 ans, que les équipages n'avaient pas assez de monde. C'est pas faute d'avoir fait remonter les informations. Mais bon, maintenant c'est pris en compte, c'est une bonne chose. Si on regarde la marine américaine, vous avez le Military Sealift Command. Donc eux, c'est quoi? C'est le commandement du transport maritime militaire. C'est 5500 civils, ils sont employés par la marine et ils mettent en œuvre tout ce qui est ravitaillement à la mer et le transport militaire. Et là, ils viennent d'annoncer, il n'y a pas plus tard qu'un mois, qu'ils vont arrêter 17 navires. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous-staffés, ils n'ont pas assez de personnel. Et pour vous donner une idée, le rythme actuel, eh bien, c'est 4 mois de mer, 1 mois off. 4 mois de mer, 1 mois off et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que quand ils ont 100 personnes en mer, ils en ont que 27 à terre. Donc ils arrêtent 17 navires de manière à pouvoir avoir 100 personnes en mer, 70 à terre, et que ça puisse tourner avec un rythme qui tienne un petit peu mieux, sinon forcément les gens arrêtent parce que le rythme est pas soutenable. D'un autre côté, on a le GAO, qui est on va dire un système étatique américain qui fait des audits et qui s'assure que tout marche bien, qui récemment a fait une enquête auprès des secondes unités dans la marine. Donc vous avez les XO, exécutives, les commandants en second, et ils en ont interrogé 232, il y en a 91% qui ont répondu, le rapport date d'août 2024, et c'est pas très bon ce rapport qui pointe en fait un manque de personnel. Apparemment en 2023 il manquait 14 000 marins dans l'US Navy et les seconds de navires sont très inquiets sur le niveau des marins à l'heure actuelle. On retrouve ça dans le Navy Times, je vous mets le lien juste en dessous. Ce qu'il faut savoir également, c'est que depuis 2021, c'est 21 000 militaires en moins dans l'US Navy. Et l'US Navy, sur le papier, c'est environ 330 000 militaires d'actifs, 55 000 réservistes et 280 000 civils. Donc c'est assez énorme. Mais ils ont cette crise RH, ils ont de moins en moins de candidats. Et surtout, eh bien, à cause de ça, ils sont un petit peu en train de rentrer dans cette spirale infernale. Donc on voit que le commandement des opérations militaires de transport, le Military Sealift, ils sont obligés d'arrêter des bateaux. On sait que la Royal Navy, ça leur est arrivé également. C'est pas encore le cas pour la marine américaine, mais il y a plusieurs voyants qui sont rouges, et les commandants le disent. 66% des commandants seconds disent qu'il manque de personnel sur les bateaux et qu'ils ne sont pas assez formés. Donc on commence gentiment à avoir un alignement de planètes assez négative. Je vous parlais du problème de formation au standard des surfaciers qu'ils ont eu avec les abordages en mer. Là, on voit que bien c'est pas forcément résolu, qu'on a d'autres problèmes qui pourraient créer. Et pour rebondir sur Au-delà de l'Ukraine, le livre qu'on a sorti il y a à peu près 15 mois sur l'Ukraine, j'avais un chapitre qui s'appelait « Où sont les hommes ?» Et toute la problématique que l'on est en train de voir dans la plupart des armées de nos jours, là, et depuis quelques années, c'est vraiment ce manque de ressources. Donc on est passé vers des armées professionnelles chez les Occidentaux, on a du mal à remplir nos formats d'armées qui sont déjà taillés au plus juste, et derrière la problématique c'est quoi? C'est pour ça que je vous parlais des Allemands tout à l'heure, c'est que quand vous avez un format d'armée qui est à l'os, si vous avez besoin de raccélérer, eh bien vous manquez de personnel pour encadrer la remontée en puissance. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus l'externalisation. On le voit par exemple dans l'armée de l'air française avec de plus en plus de contrats d'externalisation, de prestataires externes pour la formation des élèves pilotes, pour apporter du RAID-Air, donc permettre le maintien en compétence des pilotes opérationnels avec des prestataires extérieurs. C'est un modèle qui nous arrive des anglo-saxons, les Britanniques font ça depuis longtemps, les Américains également, mais on pourra en parler plus tard en 2025 si vous voulez dans une vidéo dédiée. Ce n'est pas forcément la meilleure des solutions, car après vous dépendez de prestats extérieurs qui eux-mêmes sont issus des rangs de l'armée. Or avec une armée de plus en plus embryonnaire, vous avez de moins en moins de personnel apte à aller faire une seconde carrière en fait dans ces sociétés militaires privées, et au fur et à mesure vous venez tarir le pool. On en reparle dans 15 ou 20 ans. Bref, voilà, c'était pour les updates. Au final, erreur de ma part hier, j'ai pas du mode 4, il s'agit du mode 5. On sait maintenant que c'est un SM2 de 700 kg qui a été tiré, et surtout, eh bien qu'ils ont maintenu l'éclairage constant jusqu'à l'impact, sinon ils ne seraient pas allés au but. Donc vraiment, en termes d'identification, on a eu un gros souci. Par contre, on ne sait pas encore s'il y avait d'autres missiles en vol et s'ils les ont fait annuler. On saura normalement tout ça dans le rapport classe A du JAG. Donc on devrait pouvoir reparler de cette vidéo d'ici à peu près 15 mois. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. À très vite et fly safe.